donc Yelena, est-ce que tu peux te présenter et me dire du coup pourquoi tu es venue me voir à la base en suivi, en séance de moxibustion et plus largement après aussi pour la naturopathie qui accompagne mes séances. Alors, je suis venue dans un but précis. J'ai été opérée une première fois en 2017 d'une endométriose. On a découvert un petit peu le poteau rose avec cette opération-là. J'ai eu un suivi au niveau médicamenteux par la suite, grosse opération en 2018. Et son cheminement a fait que je me suis tournée vers pas mal d'outils un petit peu dédiés à la sensation de bien-être, d'outils réconfortants qui pouvaient essayer d'apaiser mes douleurs, essayer de comprendre un petit peu tout ce qui se passait. Et son chemin faisant, j'ai rencontré beaucoup de thérapeutes. Et arrivé en fin d'année, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je commence un petit peu à aller en profondeur par rapport à ça. Et il y avait des petites douleurs qui revenaient très légèrement, sans grande récidive. Mais je me suis dit qu'il y avait matière à aller piocher encore. Pourquoi ça revenait, pourquoi de nouveau à un moment de vie, je recommençais à avoir ces douleurs-là. Et donc, Gaëtan est venu justement un petit peu amener toutes ces précisions. Et on a regardé ensemble du coup la moxibustion pour voir quel était l'intérêt de travailler l'endométriose, la pathologie qui m'affectait énormément. Et avec les mécanismes qui sont autour un petit peu, avec les symptomatiques, avec les mécanismes au niveau anatomique, au niveau physiologie. Et on a travaillé ensemble sur ce côté-là. Donc, du coup, j'entends, pour replacer dans le contexte, du coup, tu parles de fin d'année 2020, hein, on a commencé. Fin d'année 2020, c'est ça. Les séances, voilà, fin d'année 2020. Et est-ce que tu peux rappeler un peu les petits symptômes que tu avais? Alors, je me rappelle un peu au niveau des ovaires, du coup. C'est ça. Alors, il y avait des petites piqûres qui revenaient au niveau ovarien, surtout côté gauche. Des petites crampes aussi, menstruelles. Alors, moi, personnellement, je suis sous progestatif, mais mon corps se souvient qu'il y a des petites notions encore de douleur. Ce qui fait que le corps a une vraie mémoire qu'il n'oublie absolument pas. Et je sais à peu près où sont encore mes cycles, même étant sous progestatif. Ce qui fait que ça, c'est important de voir qu'il y a quand même quelque chose derrière qui est encore là. Et il fallait aller creuser. Il fallait creuser pourquoi ces pics redevenaient un peu existantes au niveau ovarien, au niveau utérus. Et des maux de dos qui revenaient un petit peu assez régulièrement. Et par la suite, et par ricochet, on le verra après, mais le foie qui commençait un petit peu aussi à donner son alarme. Voilà, ouais. Donc douleur lombaire, hein, du coup le dos c'est plutôt en bas, plutôt au niveau lombaire. Et le foie, du coup, c'est quand même intéressant que tu décrives parce que ça fait un trajet exactement. Qui monte à l'épaule en général. Oui, exactement. Donc, j'ai aussi de l'endométriose diaphragmatique. Alors, l'endométriose diaphragmatique, c'est souvent un petit peu oublié dans les détections au niveau de l'endométriose. C'est en fait des douleurs qui arrivent au niveau de l'épaule droite. Et souvent, au niveau de ces douleurs-là, on les fait passer pour des douleurs au niveau de nerfs, tout simplement de petites hernies ou des maux de nuque. Et souvent, on me dit que vous avez une détection d'hernie ou peut-être la nuque un petit peu bloquée. Vous commencez à voir ce trajet au niveau du bras qui descend, au niveau du dos derrière, donc qui descend au niveau de ces trapèzes pour aller se loger au niveau diaphragme, au niveau foie et peut-être même des fois descendre. Et je sais que moi, sur mon parcours médical, beaucoup de personnes que j'ai pu voir ont souvent dit que ces douleurs-là provenaient de la petite hernie que j'avais au niveau du cou. Et du coup, il y avait cette distinction qui n'était pas faite. Et en fait, finalement, elle se loge, l'endométriose, au niveau diaphragme, qui n'est pas très loin au niveau du foie.
Ouais. Et quand on commence à avoir un petit peu mal à ce niveau, et derrière, vous avez des nerfs qui se conjointent et ça titille ces nerfs-là et le trajet nerveux faisant son chemin, ben, ça remonte tout simplement au niveau de l'épaule. Ouais, ouais, tout à fait. Voilà, Donc ça, c'est intéressant en effet pour le lien symptômes, douleur de l'épaule droite et lésion c'est finalement ça, d'endométriose localisée exactement. sur le diaphragme. Ok. Donc je pense qu'on a fait le tour au niveau des symptômes à peu près. Euh, il y a juste un élément en plus finalement, parce que tu m'avais dit, j'ai un utérus, on m'a diagnostiqué un utérus rétroversé. Mhm. Donc qui apparemment, finalement, il n'y a pas de lien qui soit purement établi aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'un utérus rétroversé soit systématiquement lié à de l'endométriose. Mais Complètement. on observe quand même qu'il y a beaucoup de femmes qui ont l'endométriose et qui ont un utérus rétroversé. Oui, Donc, moi, je t'avais dit finalement aussi, avant qu'on fasse l'accompagnement, et ça a été un peu pour moi aussi le début de te proposer un accompagnement. Tiens, ça peut être intéressant qu'on voit au niveau de la posture si moi j'observe également un bassin rétroversé. Ce qui expliquerait que l'utérus a tendance à être en rétroversion parce que le bassin l'est aussi. tout à fait. Et ce qui était le cas. C'était le cas. Ce qui était le C'est cas. ça. Et donc, moi, j'ai commencé l'accompagnement surtout en me basant sur la posture, finalement, en considérant tes autres symptômes, mais avec une approche surtout posturale. Donc ça, c'est intéressant par rapport C'est ça. à ce que tu vas nous dire par la suite sur les effets, ou pas, de ces séances, en fait. Donc, je vais te poser une question maintenant par rapport aux séances elles-mêmes. En fait, pendant les séances, donc soit avant, quand on discute, ou après, pendant, mais surtout pendant, en fait, est-ce que les techniques que j'utilise en oxybustion, donc il y a les tout petits cônes qui font des sensations de chaleur, voire de piqûre par moment. Il y a le bambou aussi, qui est chaud, qui est plutôt en général bien agréable. Est-ce que tu peux nous dire par rapport à ces techniques-là, tes ressentis à toi? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est confortable? Est-ce que tu as eu par moment des petites douleurs? Voilà. Alors, techniquement, il ne faut pas du tout en fait avoir peur de ces outils-là. Parce que souvent, on a tendance à se dire qu'on ne connaît pas forcément ces pratiques. Et les techniques du bambou ou des petits cônes, c'est pas forcément quelque chose qu'on connaît dans la vie quotidienne. Une fois en fait appliqué au niveau corps, que ce soit au niveau des jambes, au niveau du dos, au niveau ventral, au niveau des cônes, en fait, c'est tout simplement des sensations de chaleur qu'on a au niveau de la zone où tu l'appliques. Cette sensation de chaleur, elle est diffusée en quelques secondes, une fois que le cône se dissipe tout simplement. Et il peut des fois ressentir une sensation de petite pique. Voilà, un pic, comme quelqu'un qui se met un ongle sur la peau, tout simplement. Ça dure une seconde. Voilà. C'est parce que le cône a fini tout simplement sa sensation de chaleur et il s'est mis à travailler sur le corps. Donc, à part cette sensation-là, rien de dangereux en soi ou de particulier. La technique du bambou, elle, c'est une technique qui, pour moi, était hyper bénéfique parce qu'elle relaxe énormément. Et c'est quelque chose qui permet de détendre énormément le corps une fois que tu as travaillé, en fait, sur les cônes. C'est ça, ouais. Souvent je le fais après. Voilà. C'est un peu plus agréable que les... Exactement. Ces petites sensations de pic vont chauffer pour éliminer les tensions. Et après, quand tu appliques la technique du bambou, ça relaxe en fait toute cette zone-là. Donc non, au contraire, c'est quelque chose qui permet la détente. Et à combien de fois je te l'ai dit, moi je m'endors presque. Ouais, c'est évident. C'est évident, ouais. Donc c'est quelque chose qui n'est pas découvert et qui ne doit pas faire peur. Et au contraire, elle a ses effets relaxants après séance. Ouais, qui sont là pour le coup, donc j'en viens à une autre question qui suit derrière, les effets post-séance, donc tout de suite en fin de séance, donc j'entends qu'il y a un effet de relaxation finalement qui est là, corporel, mais aussi est-ce qu'un effet de relaxation mentale, j'allais dire au niveau de l'esprit, est-ce qu'il y a un apaisement aussi au niveau mental ou voilà, est-ce qu'il y a le corps et le physique complètement. Complètement, parce que finalement, le corps se détend avec les zones que tu as
préparé et que tu as justement travaillé. Donc on ressort de là, on est beaucoup plus apaisé, plus calme. Généralement, tu travailles aussi la partie tête qui complémente les parties du corps. Donc, ce qui fait que ça amène un plus par rapport à justement la détente corporelle. Après, il y a d'autres effets qui peuvent arriver ou pas au niveau postural. Mais dans l'ensemble, justement, quand tu travailles à ces zones-là, il y a quand même un effet bénéfique qui est avant séance et après séance. Mhm. Ok. Tu sens la différence entre avant et Oui, après et puis tu peux directement. l'avoir déjà sur le soir même, mais un jour, 2 jours après, tu as encore ces bénéfices-là. Ouais. Donc ça, Ok. c'est intéressant. Ok. Donc du coup, j'entends un jour, 2 jours après. Oui, Donc là, on va parler des effets qui suivent en fait les jours c'est ça. aussi post-séance. Donc pour toi, c'est vrai que j'ai fait un travail assez fort sur la posture au départ. Oui, Donc j'aimerais quand même que tu nous parles des effets positifs, mais aussi ok. des effets indésirables Et ou il y en a aussi. inconfortables que tu as eu, Ouais, ouais, s'il y en a eu. ouais. Il faut en parler. Donc du coup, est-ce que tu peux me parler de ça un peu, des changements finalement qui t'ont amené un peu d'inconfort dans ton quotidien aussi. Oui, et ce que tu dis, c'est juste, c'est de l'inconfort, c'est pas de la douleur. Ça, c'est important de le faire. Pour ma part, ça n'a pas été comme ça. Mais comme tu as travaillé en profondeur, effectivement, on était parti sur vraiment le côté postural et de voir ses effets par rapport aux tensions au niveau pelvien. Mhm. Est-ce que quand on agit sur ces postures-là, au niveau donc du bassin, mais au niveau, pour moi, c'était vraiment au niveau jambes, Ouais. au niveau après chevilles et pieds, puisque du coup, tu voyais vraiment qu'il y avait les genoux qui étaient rentrés, en fait, tout simplement, Oui. qui du coup, me mettaient en avant au niveau du bassin et qui me provoquait aussi une flexion en avant au niveau de ma région pelvienne. Mhm. Et donc, ça, quand tu l'as travaillé, effectivement, je ne suis pas passée à côté des petites zones d'inconfort. Ce qui fait qu'en fait, ça m'a procuré des tensions au niveau des nerfs internes, Ouais. au niveau même des os qui travaillaient, puisqu'on essayait de rétablir cette posture-là, non plus de la voir à l'intérieur, mais de revenir un peu à l'extérieur Ouais, tout à pour fait. qu'elle soit beaucoup plus équilibrée. Mais finalement, d'avoir une posture auquel on n'a pas l'origine, ton corps travaille. Donc j'avais des tensions au niveau interne, Ouais, sur les muscles internes. Donc, sur du les coup, muscles internes. en l'occurrence, là, en médecine chinoise, c'est le méridien Voilà, rate. Et donc, ces muscles-là qui se sont mis peut-être un peu plus en tension, à en effet, travailler, qui étaient plus comprimés. clairement comme si j'avais fait de la marche à pied assez intensive. Quelqu'un qui a cette notion de ça a travaillé. Et ça revenait au niveau des pieds. Ouais. On l'avait vu ensemble au niveau donc, des genoux, ça descendait et ça revenait vraiment au niveau du gros orteil, effectivement. Ouais. Et j'avais des tensions qui arrivaient le soir même. Alors, un effet relaxant du corps avec des tensions au niveau des gros orteils et de l'interne des genoux qui pouvaient me réveiller la nuit. C'était assez rigolo parce que j'ai vu mes orteils commencer à gonfler. Ouais. Et je me posais la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils gonflent en fait? Et ça me faisait des sensations de légère brûlure, hein, mais Ouais. sans douleur, vraiment. Un inconfort. Mais en fait, finalement, c'est parce que le corps travaille. Et ce qui est intéressant aussi, je ne sais pas si tu veux en parler, il y a du fait que tu as eu aussi la repousse, ça tu me l'as dit assez rapidement finalement, Oui. des ongles aussi, Oui. qui, J'ai perdu mes ongles. qui s'est effectué. Ça, c'est quand même extraordinaire. J'avais des ongles au niveau des gros orteils qui commençaient à avoir une fin de cycle, en fait, tout Ouais. simplement. Ça c'était avant C'était qu'on avant, commence, hein, déjà. voilà, Ouais. avant le commencement avec toi. Et j'ai perdu mes 2 ongles, mais très naturellement. Ça s'est fait, voilà, quand j'ai pris mes douches respectives, j'ai l'ongle qui s'est tout simplement s'enlever avec une repousse
d'un autre ongle. Donc un angle mort finalement, Exactement. qui laisse la place, hein, un peu comme le phénix. Hein, C'est exactement ça. Donc, pour moi, c'était assez rigolo parce que j'étais en train de me dire, on est en train d'essayer de me recaler au niveau postural. Et finalement, l'extrémité parle, puisque un angle est en train de repousser. Ouais, ok. Ça, Donc, c'est les petits effets. c'était assez surprenant et même moi, Ouais. j'ai été surpris de cet effet-là. Il y a quelque chose juste auquel je pense aussi, du coup, je fais un peu des allers-retours là, mais je me rappelle, tu m'as dit que tu as eu porté un corset Oui. dans ton adolescence ou dans ta jeunesse en tout C'est cas. ça. 2 ans, il me semble. Oui. Tu as eu porté Oui. un corset pendant 2 ans. Et la question que je me suis posée, en fait, moi, ça a été, est-ce que, tiens, le corset n'a pas pu jouer aussi dans la rétroversion, finalement, du bassin qui se mettait en place. Enfin, en tout cas, ça me semblait coïncider avec le moment où tu as des symptômes qui apparaissaient et cette rétroversion aussi qui est apparue. Ouais. C'est quelque chose qui est intéressant. Et donc, ça me fait dire, eh bien, tiens, si des femmes ont porté des corsets, je serais intéressée de savoir finalement, est-ce qu'il y a aussi une rétroversion du bassin qui est observée. C'est une Voilà. démarche posturale ce qui fait qu'en fait, quand on a fait le bilan tous les deux au tout début, on s'est dit qu'est-ce qui peut amener un facteur externe ces modifications au niveau physiologique. Pour ma part, j'ai fait beaucoup de sport et beaucoup de gym quand j'étais ado et enfant. Donc j'ai mon corps qui a été en croissance, mais s'est développé un petit peu différemment parce que je l'inflammais assez régulièrement en faisant beaucoup de sport. Ouais. Et suite à ça, en plus de ce sport-là, j'ai le corset qui est arrivé, qui fait qu'en ayant un problème de genou interne, au niveau de cette époque-là, ils ne se sont pas occupés en fait du redressement de ses genoux par rapport à la posture. Ouais. Et on a travaillé sur le dos, on a travaillé sur les épaules, puisque la façon dont mon bassin était, puisqu'il était beaucoup plus mis en avant, faisait que j'avais des problèmes de dos. C'est ça, en fait, tu étais en antéversion à la base. Voilà. Donc ce qu'on appelle la cambrure extrême, un Exactement. Peu, on va dire. Antéversion. Et donc tu as mis le corset pour faire revenir un peu. Pour contrebalancer, ouais. et finalement repositionner mon dos et mes vertèbres, et ma colonne surtout, et de manière à ce que aussi ma région du bassin puisse redevenir un peu à sa normale. Sauf que j'ai toujours gardé en bas cette partie du bassin un peu plus antéversée. Et les genoux ont suivi, en fait, ils ont fait leur boulot. Et au lieu de se mettre tout droit, ils se sont mis à l'intérieur. Voilà. Avec une tendance, voilà, ouais. Okay. Donc ça a arrangé mon dos, mais finalement ça n'a pas arrangé ma zone pelvienne et ma zone au niveau du genou. Tout à fait. Ce qui en effet pour moi derrière était quelque chose à travailler. Donc tu as ressenti des choses, il y a eu pas mal d'équilibrage à ce niveau-là, ouais. Ok. Question par rapport à, du coup, aujourd'hui. Maintenant, par rapport au début, quand tu es venu me voir, si tu fais le point un petit peu sur les symptômes que tu avais, donc tu en as encore, c'est évident. J'aimerais juste savoir, si tu veux, l'idée générale. Est-ce que après, donc, ça fait 3 mois, du coup, à peu près, qu'on fait ce suivi. C'est ça. Est-ce que tu as, du coup, un mieux-être quand même dans l'ensemble? Sur quel plan? Et du coup, voilà, comment tu te sens, en fait, finalement, par rapport à il y a 3 mois? C'est un peu la question. Ça va bien. Alors oui, les effets font que finalement, j'ai moins de douleurs. Je ressens toujours ces petites piques, mais beaucoup moins récurrentes et beaucoup moins dans le côté douleur, entre guillemets, puisque ce n'était pas des grandes douleurs. Alors, le avant et le après. Alors, je ressens toujours un petit peu ces pics, beaucoup moins intensément, même si ce n'était pas des grandes douleurs. Et c'est surtout qu'elles sont moins chroniques. Comparé à ce que j'ai eu avant, ça n'a rien à voir.
Mais finalement, c'est quelque chose de très supportable. Et c'est quelque chose qui me font penser un petit peu à comme une femme a des symptômes un peu prémenstruels, avec un tout petit titillement, quelque chose qui... Tu sens que tu es dérangé, c'est pas forcément douloureux, il y a quelque chose qui travaille à l'intérieur. C'est cette sensation-là que j'ai maintenant actuellement. Ouais. Ce qui me fait dire que même si on est sous progestatif ou sous pilule mini-dosée, en continu, etc., on a quand même ce corps-là qui travaille. Et moi, ce travail se fait moins intensément. Donc ça, c'est assez important. D'accord. Au niveau foie, c'est pareil, puisqu'on du coup, on avait regardé au niveau foie un petit peu comment ça se passait. Je commençais à avoir des petites gènes à ce niveau, des petites piques aussi qui commençaient à me travailler. Ouais. En faisant des examens complémentaires au niveau bilan sanguin avec mon médecin, puisque du coup je l'ai fait aussi en complémentarité de mon médecin généraliste. Et à ce moment-là, on regardait les bilans au niveau médical et on regardait les bilans ensemble pour voir s'il y avait des comparatifs. Ouais. Et donc finalement, c'est hyper cohérent parce qu'on est retombé à chaque fois sur les conclusions qui font qu'il y avait des améliorations. Justement, les analyses du foie se sont améliorées. Et ça, c'était assez surprenant quand même, puisque du coup, à côté de ça, tu me faisais faire aussi d'autres choses que des séances, puisqu'on a complémenté avec une alimentation encore différente, avec des exercices, avec des pensées aussi différentes sur la vie quotidienne. Et finalement, il y a du plus, il y a un vrai plus par rapport à ces douleurs, par rapport au foie et par rapport à la posture. Puisque finalement, je me retrouve à beaucoup moins marcher au niveau de l'intérieur. La tranche interne du pied. Exactement, et à être beaucoup plus stable. Ce qui du coup impacte énormément parce que au-delà de la posture, je vais un petit peu plus loin sur ça, et je me retrouve plus ancrée même au niveau de tous les jours. Je suis un peu moins dans le déséquilibre et je sais un petit peu mieux ce que je veux dans la vie de tous les jours. Ouais. C'est assez rigolo parce que j'ai fait le parallèle et je me suis dit, une fois que tes pieds commencent à être plus stables, plus ancrés, plus à même le sol, tu commences à avoir des choses qui sont encore différentes dans ta vie quotidienne et tu vois les choses un peu plus aplanies. Ouais, et ça joue, donc du coup, tu veux dire sur toi, les choix que tu fais au quotidien ou la façon dont tu vas vivre certains événements qui auraient pu te déstabiliser, pour avoir cette image un peu de je suis déstabilisée un peu. Mais je vivais un peu comme ça, avec des moments où tu es un petit peu déstabilisé dans ta vie quotidienne, professionnelle, sur plein de plans. Et le fait est qu'en fait, on ait travaillé au niveau postural me ramène en fait à quelque chose de plus terrien. D'accord. Voilà. Les pieds sur terre. Ok. Ouais. C'est intéressant pour moi parce que c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on me le dit. C'est quelque chose que je maîtrise pas encore super bien, mais c'est super de voir que en effet, la posture physique a vraiment une influence sur la posture de l'esprit, en fait, si on peut dire. C'est ça. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti sur les 3 mois. C'est pas quelque chose que j'ai ressenti de suite, vraiment pas. Tout à fait, C'est quelque chose qui arrive beaucoup plus maintenant. Les symptômes ont commencé à diminuer très rapidement. Mais le fait est d'avoir cette analyse-là posturale, elle se fait maintenant. Ok, donc 3 mois, c'est quand même du temps, mais c'est chouette en effet. C'est ça. C'est vraiment chouette, super. J'ai une autre question du coup qui va concerner plus donc tant les pratiques que toi en fait. La question c'est surtout en fait pour les femmes qui vont écouter la vidéo. L'ensemble des pratiques qui, toi, t'ont aidé dans ton quotidien, que ce soit pour la gestion des douleurs ou pour d'autres symptômes qui ne sont pas forcément douloureux, mais qui sont dérangeants. Donc, avant que tu me viennes, tu as déjà essayé beaucoup de choses. Voilà, ça fait quand même un moment, du coup, que tu as ça et que tu dois composer avec ça dans ton quotidien. Donc, c'est ça. J'aimerais que tu me dises un peu, donc, au niveau alimentation, déjà, ce que tu as mis en place avant de venir me voir. Si tu as essayé, je sais que les huiles essentielles aussi fonctionnent pour toi. Donc, est-ce que tu peux faire un petit tour d'horizon de ce que tu as mis en place avant de venir me voir
déjà pour t'aider et qui a fonctionné? Alors, on commence par quoi? Un par un, mais... Euh, L'alimentation a été une des premières choses que j'ai mis en place, hein, parce que j'ai essayé de chercher, d'essayer de me dire, mais s'il y a quelque chose qui t'arrive comme ça, comme toutes les femmes qui ont ça, déjà, on se dit pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Pourquoi ça m'arrive maintenant? Il y en a qui le déclenchent au niveau des symptomatiques quand elles commencent à avoir des enfants, quand elles commencent à essayer d'avoir des enfants, d'autres qui le déclenchent très jeunes, au niveau de l'adolescence. Il n'y a pas forcément d'âge pour ça, il n'y a pas forcément de moment. Mais comme toute femme, quand on commence à avoir ce genre de diagnostic, bon, clairement, tu as un mur de Berlin qui s'effondre, tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas si tu auras mal toute ta vie comme ça. Est-ce que tu vas souffrir tout le temps? Qu'est-ce qui peut t'amener tout simplement un soulagement? Est-ce que c'est du médical, pas du médical? Est-ce que tu vas réussir un jour à avoir des enfants? Comment tu vas être en tant que femme? Enfin, l'endométriose, c'est aussi très particulier comme pathologie parce que c'est une pathologie qu'on vit personnellement. C'est une pathologie de couple aussi. C'est une pathologie qui fait peur parce que quand on commence à se dire « Ok, maintenant j'ai ça, qu'est-ce qui fait pour que je mette en place des choses pour que ça atténue mes inflammations ?» Quand on va chercher un petit peu tout autour de nous, on passe un peu pour quelqu'un qui fait le jeu Cluedo, hein, carrément. C'est vraiment, on va chercher des indices à droite, à gauche, il faut lire, il faut aller assister à des conférences, il faut aller voir des assos, il faut aller rencontrer du monde qu'on connaît. Qu'est-ce qui peut nous soulager? Bon, alors clairement, tu as ton chemin médical, on te traite au niveau médical. Est-ce que ça suffit ou pas? Est-ce qu'on t'opère ou pas? Il y en a qui suivent des chemins de fertilité, de PMA. Voilà, chacun est libre après de le voir et de composer avec soi sur son chemin au niveau médical. Mais clairement, quand on est dans ce parcours-là, le médical, souvent, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça parce qu'on s'arrête à tout simplement un traitement au niveau médicamenteux. On a aussi ce parcours PMA qui est un parcours aussi compliqué, difficile à vivre, qu'on m'avait moi proposé mais que je n'ai pas suivi. Mais clairement, si ça ne suffit pas, comme toutes les femmes, on essaye de se dire mais qu'est-ce qui peut me soulager? Donc, comme beaucoup, je suis allée chercher un petit peu les soulagements externes. J'ai rencontré différentes personnes et différentes pratiques. Et une des premières choses qui a été un facteur de déclenchement chez moi, ça a été au niveau alimentaire. J'ai rencontré donc une personne qui m'a clairement dit, voilà, ton corps a un état inflammatoire. Ton corps est rempli d'acidité parce qu'on est allé chercher un petit peu le terrain, on est allé chercher un petit peu la cause. Alors le terrain, c'est vraiment comment ton corps est à ce moment-là. On ne rentre pas dans la symptomatique, on rentre sur l'état de vitalité, l'état d'énergie que tu as à ce moment-là. Et on va voir comment ton corps s'exprime. Et quand on a de l'endométriose, c'est une pathologie aussi inflammatoire. Donc on a un état inflammatoire, que ce soit au niveau utérus ou au niveau des organes autour où sont logés la partie de l'endométriose. Si c'est à l'intérieur, de l'adénomiose. Mais clairement, quand elle veut se loger un peu partout, elle peut, parce qu'elle est hyper usée, cette endométriose. Donc elle peut aller un petit peu partout, un peu comme du chien-dent. Et quand elle veut t'embêter, elle peut aller vraiment parfaitement au cœur même de l'organe. Donc voilà, on m'a dit, vous avez un état inflammatoire, vous avez un état acide. Donc clairement, il faut essayer de limiter les inflammations. Et limiter les inflammations, ça veut tout dire et rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire, limiter l'état inflammatoire? Donc on a commencé petit à petit à l'alimentation.
l'inflammation, elle peut se trouver à divers niveaux. Il y a l'inflammation que tu t'ingurgites, donc l'alimentation. Il y a l'inflammation qui est aussi le stress, puisque le stress génère un état inflammatoire. L'état du mental est un état aussi inflammatoire si on a un mental qui prend tout son sens et qu'on ne sait pas forcément le maîtriser, le gérer, l'accueillir. Il y a aussi l'inflammation autour de soi. Qu'est-ce qui vous rend dans cet état-là, dans sa vie sociale, dans sa vie professionnelle, dans la vie environnementale. On est aussi bombardé de produits chimiques, de pesticides, de plastique. Voilà, ces états-là font que au niveau corporel, ça peut nous provoquer aussi des inflammations. Donc je suis allée piocher tout ce qui pouvait inflammer mon corps et mon esprit. Bon, ça prend du temps. Ça ne s'est pas fait en quelques jours. Mais la première des choses, ça a été l'alimentation. Et l'alimentation, je suis passée par un mode anti-inflammatoire, donc une alimentation anti-inflammatoire. Ce n'est pas un régime. Alors attention, on n'est pas là en train de dire c'est un régime, tu le fais et puis après on l'arrête. Non, l'état d'alimentation anti-inflammatoire, c'est vraiment quelque chose qui peut nous amener à nous soulager et ça rentre dans notre mode de vie. C'est vraiment un mode de vie qu'on mène à soi et à faire rentrer l'alimentation qui peut nous amener de l'énergie et non pas de l'inflammation. Donc, il a fallu que je cherche ce qu'est une alimentation anti-inflammatoire et qu'est-ce qui amène l'inflammation dans les aliments. Voilà, donc un vrai travail de recherche. Et donc, comme tout processus, je suis rentrée sur quelque chose où je me suis aperçue que les produits transformés, les produits sucrés, l'alcool, les produits amenant beaucoup de caféine, beaucoup de théine, les sucres raffinés, le gluten, les choses qui font que dans la vie quotidienne, ça peut en fait engorger ton corps et amener de l'inflammation. Donc quand on te dit le gluten, comme toute personne, moi je me dis, ok, le gluten, il y en a où? Ok, donc va chercher où est-ce qu'il y a le gluten. Et voilà, donc finalement tu te retrouves à manger moins de viande inflammatoire, tu te retrouves à faire des courses différemment. Tu vas pas finalement faire tes courses à n'importe quel hypermarché et acheter un steak haché à 50 centimes parce qu'il est bourré de graisse. Tu te retrouves à aller chez des producteurs, à faire ton marché, à aller à des magasins bio, à vraiment chercher l'alimentation qui va pouvoir te nourrir et t'y amener un côté positif et surtout une alimentation saine, équilibrée, bio, locale. Alors bio, je suis ok, c'est pas parce que c'est bio que c'est bon. On est ok sur ça. Je veux pas m'attirer toutes les foudres, mais c'est pas parce que vous allez dans un magasin bio que vous prenez un biscuit bio que c'est bon pour vous. On est d'accord. Côté bio, c'est parce qu'on essaye de trouver un peu moins de pesticides, on essaye d'avoir des aliments un peu moins transformés. Donc quand on va au bio, on va pas chercher les cookies, on va chercher le légume qui est de saison, on va chercher peut-être les céréales qui sont moins raffinées, on va chercher quelque chose qui va pouvoir nous aider de la façon un peu plus saine et équilibrée. Voilà, donc j'ai fait ce parcours-là. Ça, c'est au niveau alimentaire. Après, il y a eu un parcours un peu plus spirituel, un peu plus de développement personnel. À côté de ça, bien entendu, je suis allée chercher les produits qui pouvaient me soulager. Il est évident que quand tu as ça, tu essayes de trouver des solutions qui te pallient un peu aux douleurs. Ouais. Donc les huiles essentielles, pour moi, je suis allée les chercher véritablement parce que quand tu es une femme qui a mal, une des premières intentions, c'est que tu te mets ta bouillotte.
C'est ça, parce que tu vois, la question, hein, du coup, je me permets de rajouter, c'est vrai que les changements alimentaires, finalement, s'ils peuvent survenir, c'est parce que tu as suffisamment d'énergie pour pouvoir œuvrer à changer ton alimentation. Oui, Mais en phase de crise aiguë, il y a tellement de douleur que c'est finalement, ça. c'est peine perdue de dire à une femme change d'alimentation Non, et ça va aller mieux parce qu'elle a trop mal en fait. complètement. Et en fait, quand tu commences ce mode de vie-là, c'est parce que tu commences à te sentir mieux. Déjà un peu mieux. Ouais. Voilà, tu peux pas dire à quelqu'un fais ce parcours-là parce que déjà c'est pas du tout le parcours peut-être qui sera le bon pour cette femme-là. Il faut qu'elle se crée son propre parcours, donc qu'elle fasse ses tests. Clairement, on est son propre cobaye. Hein. Moi j'ai été mon propre cobaye et je le suis toujours. Et c'est là où je me dis bon clairement ça me va, ça me va pas, ça peut passer, mais il faut que tu apaises ton corps pour que déjà tu rentres dans cette dimension-là. Moi, quand l'alimentation, je l'ai amenée, c'est parce que déjà, je commençais à me soulager, je commençais à avoir moins de symptômes inflammatoires aussi. J'avais trouvé déjà des techniques qui m'apaisaient et j'avais retrouvé une énergie. Ça, Ouais, c'était important. c'est ça. Ouais. C'est C'est ça. ce que je m'aperçois finalement que dans l'accompagnement, dans le processus d'accompagnement, si on devait un petit peu donner une hiérarchie d'importance euh, aux thérapeutes ou aux femmes, en fait, finalement, sur ce qu'il y a à faire en premier, c'est d'abord remonter la vitalité, en fait. Et complètement. Tu Et peux calmer pas. les douleurs. Alors déjà, tu Et n'as pas ton cerveau qui est calibré pour te dire, bon, clairement, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Si tu n'es pas sain dans ton corps, tu ne peux pas être sain dans ton esprit. C'est pas possible. Quand tu es en train de te crouler par terre, que tu as mal, que tu as des piqûres qui sont là comme si on te donnait des coups de poignard toutes les 2 secondes, clairement, ton cerveau, il ne peut pas faire ce chemin-là. Tu es plutôt en train de te dire, en mode survie, qu'est-ce qu'il faut faire pour que j'ai moins mal en ce moment-là. tout à fait. Donc clairement, tu as envie aussi qu'on te dise, coupez-moi cette partie-là en deux, Je parce veux plus la que sentir, quoi. c'est atroce. Mm, mm. Mais une fois que ça s'est dépassé, tu peux être beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine avec toi-même. Une fois que tu as trouvé tes méthodes de soulagement, Et commencer à travailler sur le ouais, terrain, finalement. ben c'est ça, C'est ça. c'est ça. Au début, on est quand même obligé de faire du symptomatique. Que Alors, tu le veuilles ou non, c'est avec comme ça. des méthodes qui sont, si possible, le moins symptomatiques possible. Ouais, ouais. Mais du coup, j'aimerais revenir sur les huiles essentielles pour savoir un peu si tu as quelques huiles essentielles à nous dire, en fait. Quelles sont les huiles essentielles qui vraiment t'ont aidé? Oui, alors moi, une qui a été hyper intéressante pour moi, c'est l'huile essentielle de basilic. Énormément. L'estragon peut être aussi assez intéressante. Elles ont des propriétés quasi similaires sur ça. Mais l'huile essentielle de basilic pour moi est un anti-inflammatoire, un antispasmodique qui fait que ça, tout simplement, décongestionne tes crampes utérines. Ouais. Et en fait, je l'appliquais vraiment avec une huile végétale. Pour moi, je prenais de l'huile de ricin. Ça peut être quelque chose d'autre. Mais l'huile de ricin a aussi des propriétés anti-inflammatoires énormes. Et donc, je mettais dans le creux de la main de l'huile de ricin, je mettais quelques gouttes, 3-4 gouttes. Il faut faire attention aussi parce que les huiles ont de vraies propriétés. Et c'est pas anodin parce que ce sont quand même des plantes avec. Vérifier normalement les interactions. Exactement. Avec les il faut médicaments vérifier aussi. avec ces médicaments. Il faut vérifier si on n'est pas non plus allergique par rapport à ça. Donc il faut avoir de grandes précautions et ne pas faire son auto-médication personnelle. À l'aveuglette surtout, quoi. Voilà, ouais. Exactement. Se faire conseiller aussi. Pour ça, j'étais bien conseillée. Et donc ce petit mélange-là, je me le passais au niveau donc justement de cette zone pelvienne, au niveau utérus, au niveau ovaire, dessus, clairement. Et je massais, je frictionnais 5-10 minutes. Et après, je passais ma bouillotte dessus. Donc du coup, on poursuivra sur les méthodes qui t'ont aidé à te soulager. Donc tu nous as parlé du coup des huiles essentielles, de l'huile de ricin que tu as utilisée en cataplasme aussi, j'imagine. C'est ça. Sur des zones. Exactement. L'huile de ricin que je mélangeais donc à l'huile donc essentielle de basilic. L'huile essentielle de basilic, donc comme toutes les huiles essentielles, c'est quelque chose auquel il faut faire très attention.
parce que chacun est réceptif à ces huiles-là. Il faut voir si on n'est pas allergique aux huiles. Il faut ne pas s'auto-médicamenter du coup par rapport à ça. C'est important de dire que les huiles essentielles, c'est pas rien. C'est vraiment des plantes efficaces. Alors les plantes sont transformées, tisanes, huiles, teintures mères, elles ont leurs vraies propriétés. Et il faut le voir aussi par rapport à son état. On ne peut pas utiliser ça si on a des traitements à côté, faire attention. Quel traitement? Est-ce que tu as une autre pathologie? Est-ce que tu as un traitement médicamenteux qui ne correspond pas aux huiles essentielles? Tout ça, il faut bien le clarifier avant de s'en mettre. Pour moi, c'était OK. Donc si c'était OK, j'ai mis 3-4 gouttes d'huile essentielle dans l'huile de ricin que je faisais chauffer et je me mettais en cataplasme au niveau donc, de la région pelvienne, au niveau ovarien, au niveau utérus. Là où tu avais mal en fait. Hein. Exactement. Le cataplasme, c'est appliqué là où tu avais mal. Oui, tout à fait. Et j'y mettais donc un petit linge dessus, assez fin, pour après y mettre justement ma bouillotte dessus, pour avoir un effet un peu vasodilatateur et à la fois anti-spasmodique et anti-inflammatoire. Et généralement, quand j'avais ces sensations-là, une bonne demi-heure, 3/4 d'heure, il y avait déjà de nettes améliorations. Ouais, énormément. C'est ça, ouais. Ce que j'observe aussi souvent, une demi-heure, c'est la durée moyenne. Voilà. Ok. Après, tu peux passer aussi sur des choses qui sont beaucoup plus un accompagnement de tisane. Il peut y avoir dans ces sensations-là des moments où tu peux calmer en fait tes crampes par les tisanes de framboisier. Tu as aussi les tisanes de cassis qui sont assez intéressantes. Chacune a ses propriétés. L'une sera plus sur un antispasmodique, l'autre sur un anti-inflammatoire. La chimile aussi est assez intéressante, la millefeuille, l'huile de bourrache, enfin voilà, il y a plein de plantes et d'huiles qui sont intéressantes pour les femmes. Après, tout dépend de comment tu les prends. Les tisanes sont assez intéressantes quelques jours avant tes règles pour que tu puisses justement un peu préparer ton corps à essayer de soulager ces moments de crampes qui vont arriver. Tu les prends aussi pendant tes périodes de règles. Et après, tu peux reminéraliser un petit peu le corps. Un exemple tout bête, tu veux reminéraliser. Moi, je prenais souvent à ce moment-là de l'ortie. De l'ortie, d'ailleurs, que tu m'avais conseillé. Pour les reins, ouais. Exactement, tu me l'avais conseillé, toi, pour les reins. Voilà, avec une attention un peu... Bon, c'est peut-être moins que le persil, mais ça fluidifie un petit peu le sang quand même. Donc, attention s'il y a des hémorragies, en fait. C'est ça. Mais en tout cas, très bon, Voilà. Tout à fait. Donc, pour celles qui ont des règles hémorragiques, il faut faire assez attention sur ça. Mais une fois que tes règles sont passées, l'ortie peut être un bon moyen de reminéraliser en fait, ton corps. Donc, les cycles chez la femme, c'est hyper intéressant parce que finalement, tu peux ne pas prendre les mêmes plantes au même moment de ton cycle, mais tu peux essayer de les soulager à des périodes différentes. C'est ça. Et moi, j'aime beaucoup cette idée de, comme tu as dit, finalement, d'en consommer avant que les menstruations soient là, genre une ou 2 semaines avant pour préparer. Et moi, j'ai eu souvent observé, alors ce que j'ai souvent conseillé, c'est le bain dérivatif, avec les poches là, de froid. Que j'ai essayé. De France Guillain, du coup. Et ça a été systématique. On m'a dit souvent, en effet, pour les femmes qui sont encore réglées, qui n'ont pas de pilule ou de traitement progestatif, et bien que les menstruations duraient moins longtemps. Et donc, c'est un travail préparatoire finalement qui permet de décharger cette toxicité qui est encore dans le corps et qui permet d'amenuiser la charge d'évacuation qui est donnée à l'utérus en fait, au moment des menstruations. C'est ça. On allège un peu le travail que l'utérus doit faire. C'est quelque chose que tu m'avais conseillé et que j'ai fait, puisque du coup, cette fameuse serviette YouCool qu'on peut trouver en fait sur internet avec la méthode de France Guillain, qui fait que en fait, pour l'avoir testé, assez particulier quand même comme expérience, mais finalement ça t'amène un état de décongestion vraiment de cette zone pelvienne et même vaginale, ce qui fait que tu te sens plus apaisé, moins
moins de crampes, moins de sensation de quelque chose qui serre. Voilà. Ouais, j'entends. Ouais. La sensation de frais, parce que là, clairement, c'est plus que des sensations de frais. Ouais, normalement, on doit Mais rester sur du frais et pas du froid. Ça va pas être agressif, voilà, mais il peut y avoir des sensations de froid. Donc là, dans ces cas-là, il faut faire attention parce que sinon, bon, c'est assez prenant. Mais cette sensation de frais, tu peux la mettre dans ta voiture et faire ton trajet avec. Tu peux la mettre à ton travail. Tu peux la mettre quand tu es en train d'écrire des mails, tu fais ton boulot chez toi. Assez régulièrement quand même dans la journée. Mais pour l'avoir testé, tu te sens vraiment décongestionné en fait. ouais. Et Voilà. c'est très intéressant en effet qu'on la mentionne parce que là, pour le coup, c'est une pratique de terrain. Oui. C'est une pratique de terrain qui n'est pas symptomatique. Donc si les douleurs s'en vont grâce à ça, c'est pas parce qu'on a comment dire, tapé sur le symptôme ou enlevé un ressenti, mais parce que réellement il y a une décongestion, comme tu dis, quoi. Donc des déchets qui sortent et qui sont plus là et qui fait que l'inflammation derrière, en fait, pour revenir là-dessus rapidement, l'inflammation dans le corps, c'est pas un processus négatif, en vérité. L'inflammation dans le corps, c'est un processus positif, mais à condition qu'il puisse effectuer son rôle, c'est-à-dire réparer les tissus. Oui. Et si ça dure trop longtemps, c'est qu'il ne peut pas réparer les tissus et donc il y a trop de déchets, généralement. Grand boulot à comprendre quand on a une pathologie. Ce que tu viens de dire est hyper juste, parce que c'est quelque chose qu'au tout début, tu peux ne pas comprendre. En fait, quand cette pathologie, une autre, peu importe, quand tu as quelque chose qui te tombe dessus comme ça, tu as du mal à accepter que ton corps veut te dire quelque chose. Tu as du mal à se dire, il y a quelque chose qui peut clocher en interne. Et en fait, c'est un message tout simplement auquel ton corps est en train de dire, très justement ce que tu viens d'affirmer, c'est bourré de toxines, c'est bourré d'acidité, d'inflammation. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui se bouche, ton corps fait plus le boulot, tu as tes aigues qui sont bouchées. Donc, clairement, il y a un processus d'inflammation ou de pathologie qui se met en place. En réponse à un état. Exactement, en réponse à un état. En réalité, ce n'est pas quelque chose à abattre, entre guillemets. Non, et c'est justement là où tu peux te dire, c'est une chance. Tu le vois pas comme ça au début, hein, ouais, mais c'est pas très entendable. Non. Ouais. Pas comme ça au début, mais finalement avec le recul, tu te dis c'est une chance que ton corps a encore assez d'énergie pour te dire ok, là il y a un truc qui va pas, qu'est-ce qu'il faut que tu prennes en main pour essayer d'harmoniser ton corps. Voilà. Donc le symptôme, c'est juste un révélateur de quelque chose qui dysfonctionne. Ouais, ça c'est merci du coup de le mentionner parce que c'est dans le chemin, hein, finalement, c'est vrai qu'au début, on ne veut pas entendre parler de ça. Il y a que l'urgence de la douleur qui fait qu'on veut juste être soulagé, mais je crois que le cheminement qui suit derrière, vraiment, en fait, peut permettre à des femmes atteintes d'endométriose d'obtenir des états de stabilisation finalement pérennes, parce qu'il y a eu ce travail sur l'état d'esprit, l'hygiène de vie globalement. Oui. On n'est pas là pour dire ces méthodes vont t'amener à guérir. On n'est pas là pour ça. C'est juste en fait un chemin qui t'amène à comprendre les choses et à essayer de modifier soit ton hygiène de vie ou ton mode de vie pour voir ce qui cloche. Voilà. Et souvent, il y a des soulagements qui sont là. La pathologie, elle s'en va pas, peu importe en fait. Peu importe, si tu as un soulagement, c'est une grande victoire. Si tu as du soulagement et que tu as encore ta pathologie au niveau médical, clairement tu peux dire que tu es guéri. Tu peux toujours avoir ta pathologie, mais guérir, ça veut dire avoir fait un chemin et ça veut dire aussi ne plus ressentir ces effets-là. On ne parle pas d'enlever une pathologie ou de simplement se dire est-ce qu'on va récidiver, pas récidiver. Guérir, c'est un processus vraiment interne. Tu peux encore avoir ta patho ou pas, peu importe. Si déjà tu es soulagé, ça vaut tout l'or du monde. Voilà. Et pour ça, il faut creuser, il faut aller chercher, il faut être son propre Sherlock Holmes, franchement. C'est vraiment ça. Ouais. Et tu testes. Il y a des choses peut-être qui t'iront,
L'alimentation, il y a peut-être des choses que toi tu feras et toi non. Dans ta vie de tous les jours, certaines huiles seront efficaces et peut-être non. Peut-être que tu vas te mettre à des pratiques respiratoires. Peut-être que tu vas aller chercher du yoga, de la sophro. Peut-être que tu vas faire appel à des techniques énergétiques. Le mouvement, c'est hyper important et c'est toi qui le conseille encore plus. Oui. Parce que il faut bouger. Ton corps, s'il n'est pas en mouvement, il stagne. Et donc, c'est là où on accumule aussi les déchets. Bouger, ça prend tout son sens. Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu en fais trop? Pas assez? Quel genre de sport tu fais? Voilà. Enfin, quand tu amènes ton approche, elle est très globale parce que tu amènes une approche assez naturopathique, mais une approche de médecine chinoise qui fait que la moxibuction, c'est quelque chose qui est en complémentarité vraiment avec ça. Donc l'hygiène de vie, ça veut dire faire attention à soi, mais comment tu prends soin de toi? C'est important. Comment tu te donnes la capacité de prendre soin de toi? Et là, ça ne se fait pas à un coup de baguette magique, hein, et on ne va pas te donner le médicament remède, hein, un miracle comme ça en quelques jours, ça n'existe pas. Mais il faut prendre du temps, ça va se faire petit à petit, c'est des mois ou des années. Il y a des résultats qui sont sensationnels des fois sur 2, 3, 4 mois déjà, parce qu'il y a quelque chose que tu auras éliminé qui fait que tu auras déjà des soulagements. Mais c'est un vrai processus, de naturo et ce processus d'aller voir à l'intérieur de toi, ça en remet en cause plusieurs choses. C'est ça, ouais. Et il faut être capable de se dire que tu vas donner ton temps à te remettre en cause. Et d'écouter ce que le corps a à dire, finalement. Ouais, et s'écouter, c'est hyper compliqué. Qui s'écoute actuellement? Voilà, on est tous pareils. On a une vie de famille, on a une vie professionnelle, on est dans un mode de fou, un fou total. C'est métro, boulot, dodo. Mais clairement, tu t'écoutes quand? Et si tu as une pathologie qui arrive, qu'est-ce qui fait que tu peux en arriver là? Pourquoi tu t'es pas écouté? Et c'est tout ce processus que j'ai commencé à mettre en place qui, moi, maintenant me passionne. Et c'est à l'aide de personnes comme toi, des gens que j'ai pu rencontrer, qui te mettent sur la voie de savoir ce qui est bon pour toi. Parce que clairement, quand tu n'as pas connaissance de ça, toi seul, tu peux pas. Tu peux te remettre en cause sur des choses, mais si tu n'es pas informé, que tu ne vas pas voir les bonnes personnes, tu peux pas. Je crois que c'est un très bon mot de fin, du coup, Yelena. Et je te remercie du coup pour ça. En effet, mettre sur la voie et après, pas perdre de vue quand même d'écouter ses propres ressentis. Parce qu'au quotidien, c'est toi qui vas déterminer Exactement. Si moi, ce que je t'ai dit, finalement, c'est approprié ou pas. C'est ça. Parce que tu vas sentir que c'est juste et tu vas me dire, ah ok, ce que tu m'as dit, je l'ai fait, ça a bien marché, je sens que c'est ok. Oui. Mais par contre, il y a des fois où, ah non, tu vois, là, ça l'a pas fait pour moi. Quoi. Il faut suivre ses intuitions. Voilà. Il faut... Pas écouter aveuglément, ce que je veux dire aussi. Exactement. Les personnes qui sont là, elles t'aiguillent, elles t'amènent un chemin. Elles sont un peu ta béquille. Ça, c'est important. Au tout début, tu as besoin d'une béquille. Tu as besoin de quelqu'un qui va t'initier en fait à ça. Tu ne connais pas, donc c'est normal. Et le but, c'est que tu ne restes pas avec ta béquille. Le but, c'est que tu enlèves ça et que tu deviens acteur de toi. Donc, on te rend en autonomie totale. La personne qui te demande de rester tout le temps avec, c'est pas bon. C'est pas s'écouter. C'est pas juste. Et c'est pas juste. La vraie place, c'est que tu as besoin de voir des personnes compétentes qui vont te montrer le chemin et à toi de faire après ton propre chemin. Super. Je te remercie beaucoup, Yelena. Merci. Et donc, à bientôt sur ce chemin.